Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 15e édition des ANED. Je suis Ambre Badiquet, étudiante en Master 1 à Toulouse Business School, membre du bureau du développement durable de l'école et également responsable de cette 15e édition. Je suis l'animatrice de cette conférence dispensée par Monsieur Gilles Lecaillon, qui parlera de la biodiversité marine et plus précisément de la restauration de l'écosystème marin. Monsieur Gilles Lecaillon, président de la société Éco-Océan, vous parlera des actions de repeuplement de la Méditerranée au travers de solutions permettant de rebooster cet écosystème marin. Mais avant de lui laisser la parole, je vous demande pour le bon déroulement de cette conférence de bien vouloir couper vos micros et caméras. La conférence se déroulera en deux temps, donc 30 minutes d'intervention de Monsieur Gilles Lecaillon, puis 15 minutes de questions, des questions que vous pouvez poser tout au long de la conférence via le chat et que je lirai à la fin durant les 15 minutes de temps imparti. Ainsi, ayant fini cette brève introduction, Monsieur Gilles Lecaillon, je vous laisse la parole. Eh ben, merci bien, Ambre. Merci aussi de m'avoir invité à présenter ce que Écocéan fait. Et puis, d'abord, bravo pour l'organisation de ce type d'événement. C'est quand même bien de s'en occuper. Donc, je vais vous parler alors, rapidement de la société Écocéan que je dirige, mais aussi et surtout pourquoi et qu'est-ce que l'on fait réellement pour repeupler, enfin en tout cas essayer de repeupler la Méditerranée. Donc, juste pour vous, donc là tout est bon, Ambre, je peux continuer, on me voit, on m'entend? Oui, oui, tout est bon. Ok, allez, c'est parti. Donc, l'activité d'Écocéan, donc on est bien une société privée qui fait de l'ingénierie écologique en milieu aquatique, alors principalement en milieu marin, d'où le nom de la société. Mais il faut dire que depuis quelques années maintenant, on commence à travailler et à transférer notre expertise du milieu marin vers le milieu lacustre, continental. Donc, on est plus général en milieu aquatique et on est un des leaders de la filière émergente du génie écologique côtier. Voilà, parce qu'on a été un des premiers à proposer des solutions opérationnelles pour réhabiliter des fonctions écologiques en milieu marin côtier. Et donc, l'activité, enfin, le cœur de métier d'Écocéan, on n'est pas un bureau d'études comme Créocéan, InVivo, Biotope, enfin, tout ce que vous pouvez connaître. En fait, on conçoit, on fabrique et on met en place des solutions opérationnelles d'ingénierie écologique, donc avec des solutions que je vais vous montrer qui sont 100% recyclables et recyclées, sans béton ni plastique, ça c'est important pour nous, pour redonner un peu de fonctionnalité écologique aux infrastructures artificielles. Donc on parle de restauration écologique, mais on ne restaure rien du tout. En fait, on réhabilite quelques fonctions écologiques. Donc on n'a pas la prétention de redevenir comme c'était avant. Voilà. Et donc, les solutions, donc on a différents types de solutions. Certaines sont en recherche et développement, sont vraiment efficaces et opérationnelles aujourd'hui. Donc, elles sont commercialisées clé en main. Et enfin, pour vous dire, donc Écocéan, ça a 18 ans. Aujourd'hui, on a fait 1,3 million de chiffre d'affaires en 2019. On est une équipe de 15 personnes à peu près, d'écologues, d'ingénieurs et de plongeurs principalement. On est 9 sur 15 à plonger. On a une thèse CIFRE en cours et on a une grande partie de nos investissements qui vont vers la recherche et développement. Voilà, donc on a obtenu quelques distinctions que je passe rapidement. Voilà, donc en 2016, le ministère. En 2018, je ne me rappelle même plus ce que c'est. En 2019, le trophée de la région Occitanie. Donc, on est quand même basé à Montpellier. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Donc, on est quand même en région Occitanie. Et là, récemment, pour une bouée dont je vais vous parler, on a eu le trophée Innovation Océan de 2019-2020. Voilà. Alors, Écocéan, donc on est une boîte privée, comme je vous l'ai dit, mais on n'est pas tout seul. On travaille avec beaucoup de partenaires scientifiques ou de partenaires institutionnels. Et les partenaires scientifiques avec lesquels on travaille sont principalement l'Université de Perpignan, l'UPVD, université je viens de cette université. Voilà, l'IFREMER, le centre de recherche sur les écosystèmes marins, un petit peu avec les Corses, avec des gens de Villefranche, et puis une université anglaise qui est l'université d'Exeter. Et avec beaucoup de partenariats industriels également, comme le pôle mer, l'agence de l'eau, qui est un partenaire très important pour nous, les régions, comme tout le monde. Voilà. Mais en fait, en tout cas, on n'est pas tout seul quand on travaille dans ce domaine-là. Alors, je vais vous parler donc des produits de nos services. Donc, il y a une première solution, c'est donc de capturer des larves de poissons, principalement de poissons au large, avant qu'elles ne reviennent coloniser le milieu. Donc, un peu plus tardivement, je vais vous montrer précisément le cycle de vie.
Peut-être que vous le connaissez, mais je vais vous en parler. Mais donc là, c'est juste pour vous évoquer les différents produits. Donc, on capture des larves, on les élève pendant quelques mois, puis on les réintroduit dans le milieu. Je vais revenir là-dessus. On met également des habitats qu'on a appelés des bio-huts, qui sont des huttes de biodiversité, qui sont des habitats artificiels avec des fonctions de nurserie artificielle sur tout ce qui est aménagement côtier, donc dans les ports, les marinas et à d'autres endroits. Là aussi, je vais revenir dessus. Et enfin, et plus récemment, on travaille sur des îlots de fraîcheur végétalisés, qui sont en fait des îlots flottants sous lesquels on vient installer nos nurseries. Alors là, on est vraiment plutôt en eau douce. Et ça, c'est plutôt récent et je ne reviendrai pas précisément sur ce sujet-là. Donc, ce qui est important de savoir et de connaître, je ne sais pas vos compétences en biologie marine, mais globalement, ça, c'est le cycle de vie des animaux marins, dans la grande majorité des animaux marins côtiers. Donc, ça ne concerne pas le thon, la sardine, mais ça concerne le loup, la dorade, aussi bien en milieu tropical qu'en milieu tempéré. Vous avez une partie du cycle qui se fait sur la côte. Les animaux pondent, se reproduisent sur la côte. Par contre, les œufs et les larves sont pélagiques, elles vont au large pendant un certain temps, de 20 à 100 jours selon les espèces. Et au bout d'un certain temps, elles reviennent coloniser le milieu naturel, la côte, donc, qui sont des petits fonds côtiers. C'est dans ces petits fonds côtiers qu'on a cette fonctionnalité de nurserie, où les petits poissons qui vont faire 1 centimètre vont essayer de passer un cap pour arriver à ce qu'on appelle des juvéniles de l'année, qui font à peu près 7-8 cm et qui ont, à partir de cette taille, toutes les chances de participer à la population adulte. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir là, c'est que la côte et ses très faibles profondeurs sont des habitats extrêmement importants et essentiels au bon fonctionnement de l'écosystème marin. Sauf que, alors il n'y a pas que la surpêche, il y a aussi l'artificialisation, la pollution de ce qu'on peut trouver sur tous les littoraux du monde, fait qu'aujourd'hui, on peut regarder les populations d'adultes, elles peuvent se déplacer quand on fait des travaux ou quand on artificialise le littoral. Mais ceci dit, on a détruit des habitats essentiels dans les cycles de vie de ces poissons. Ça fonctionne aussi pour les mollusques et les crustacés. Donc l'idée d'Écocéans, ça a été d'apporter dans ces structures artificielles qui normalement ne vont pas être éliminées. On n'a pas prévu d'enlever le port de Marseille là, dans les prochaines années. Donc on s'est dit plutôt que de le regarder en disant ça serait bien qu'il ne soit plus là, on a préféré dire qu'est-ce qu'on peut en faire en fait. Et donc on a créé ces solutions que je vous présente là, qui sont les différentes solutions qui sont des bio-huts qu'on vient installer sous des pontons, sur des quais à différentes profondeurs, à l'extérieur des digues, à l'intérieur des digues et même sur les petits fonds côtiers quand on relâche des poissons. Voilà, pour essayer de redonner finalement des fonctions écologiques de nurserie à ces zones artificielles. Donc ces habitats donnent le gîte et le couvert, donc une zone pour se protéger et une zone pour se nourrir, qui est naturelle, composée de coquilles d'huîtres, pour retrouver donc, les éléments essentiels qui leur permettent de grandir pendant quelques temps. Ça, c'est la première des solutions. Et la deuxième des solutions, donc toujours dans ce cycle de vie, avec toujours ces mêmes perturbations sur la côte, c'est d'aller finalement les prélever, comme je vous disais, au large, avec des attracteurs lumineux qui ont été développés par Écocéans, par nous, de les capturer donc, la nuit, avec des pêcheurs locaux, et ça c'est valable dans tous les pays du monde. Ensuite, on les amène à terre, donc là on les sort complètement de l'écosystème, dans des nurseries artificielles finalement, qui sont des laboratoires, et dans ces laboratoires-là, on les fait grossir artificiellement, leur donnant à manger, pendant 4-5 mois, pour leur faire atteindre une taille refuge qui fait 7-8 cm, pour les réintroduire finalement là dans des fonds plus profonds, qui sont moins dégradés, ou en tout cas moins problématiques pour ces jeunes stades. Voilà donc les deux solutions qu'on développe. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de ce petit film. Pour répondre à cette question, je vais vous expliquer comment se reproduisent une grande partie des espèces marines comme les poissons côtiers, les crustacés ou les mollusques. Nous voilà en pleine mer et les petits points que vous voyez sont des œufs. Il y a bien sûr des exceptions, mais dans beaucoup de cas, une fois que les animaux se sont reproduits à proximité des côtes, leurs œufs sont livrés à eux-mêmes, transportés au gré des courants sur des centaines de kilomètres. Une fois matures, ces œufs donnent naissance à de très petites larves qui se métamorphosent rapidement. Leur appareil digestif se développe, ces animaux changent de régime alimentaire, leur pigmentation et leur forme évoluent. On les appelle alors à ce stade des post-larves. Toujours influencés par les vents et les courants, ces jeunes poissons cherchent activement à retrouver les petits fonds côtiers, attirés par les bruits et les odeurs dégagées par les nombreux animaux qui peuplent ces zones. C'est dans ces lieux peu profonds, riches en nourriture variée et en cachette, que les post-larves vont trouver refuge pour entamer leur croissance.
Mais au bout de quelques semaines, seuls 5 à 10% d'entre elles auront survécu. Les autres auront toutes été mangées par des prédateurs. Ce phénomène est naturel, sauf qu'aujourd'hui, l'influence humaine apporte son lot de nuisances comme la pollution ou bien la destruction des habitats. Les zones côtières sont artificialisées pour répondre aux besoins de nos activités. Les post-larves, en quête d'un refuge, ne trouvent alors plus de quoi s'abriter ou s'alimenter et se retrouvent d'autant plus à la merci des prédateurs. On estime alors que dans ces conditions, à peine 1% d'entre elles arriveront au stade juvénile. Chez Écocéan, nous avons décidé d'agir et de venir en aide à cette biodiversité aquatique. Pour cela, nous nous sommes intéressés au stade où les animaux sont presque invisibles et pourtant essentiels au cycle de la vie, ce stade post-larvaire. Présents en nombre lorsqu'ils regagnent la côte, nous capturons ces poissons qui ne mesurent parfois que quelques millimètres et nous les transférons dans notre ferme d'élevage. Nous veillons sur eux pendant plusieurs mois, le temps qu'ils grandissent à l'abri des dangers extérieurs. Dans notre ferme, c'est plus de 80% des animaux qui survivent, contre moins de 1% dans une nature perturbée. Nos juvéniles, plus grands, plus forts et désormais capables d'échapper à beaucoup de prédateurs, sont réintroduits en mer selon un protocole bien précis, avec des chances de survie équivalentes à une nature en bonne santé. Cette solution permet vraiment d'optimiser la survie des animaux, mais il reste toujours le problème de la destruction des habitats côtiers, pourtant essentiel pour la protection des jeunes poissons. Notre équipe a ainsi imaginé une seconde solution complémentaire au repeuplement en créant une gamme d'habitats artificiels qui permettent de redonner une fonction de nurserie à ces lieux transformés. Appelés biohuts pour huttes de biodiversité, ces modules Made in France innovants et brevetés permettent aux jeunes animaux de s'y abriter et de s'y nourrir, puisque de nombreuses espèces telles que des vers ou des petites crevettes s'y développent, ce qui rend ces huttes particulièrement attrayantes pour les jeunes poissons. Ces habitats, de différentes formes, sont constitués de matériaux 100% recyclables et recyclés et s'adaptent à toutes les infrastructures. Aujourd'hui, les biohuts s'exportent dans le monde entier et se sont révélés efficaces même en eau douce. Il faut bien sûr éviter de modifier ou de dégrader les écosystèmes côtiers car ces habitats ont un rôle crucial dans le bon fonctionnement des cycles de vie. Mais malheureusement aujourd'hui, l'homme a des impacts sur l'environnement à quasiment toutes les échelles et ces cycles se retrouvent perturbés. Les deux solutions que nous proposons chez Écocéan sont complémentaires et permettent d'atteindre un objectif, aider les jeunes poissons à devenir grands pour qu'ils puissent à leur tour se reproduire. Ambre, vous avez vu le film et entendu le son? Oui, ça marche très bien. Pas de souci. Ok. Donc, parce que sinon, c'est... Donc là, je vais vous montrer une autre vidéo réelle. Cette fois, ça, c'était les explications qu'on a fait récemment, un peu simplistes, mais qui permettent de bien comprendre les deux, la cohérence entre les deux solutions. Et là, vous avez une autre vidéo que je vais vous montrer qui dure 1 minute, qui est là, en l'occurrence, plus focalisée sur la solution BioHut que l'on installe dans différents ports.
Voilà, avec ça, donc vous avez une bonne explication de ce que c'est des biohuts. Alors, il y a quelques images là pour vous montrer, parce que j'ai un autre film sur BioRestore, mais moi, je ne vais pas vous montrer des films toute l'après-midi. Et après, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait aujourd'hui en termes de recherche. Donc là, vous avez un pêcheur qui pêche pour vous montrer une vraie image et quelques images de post-larves quand on les pêche et leur taille. Donc ça, c'est un sard commun. Ça, c'est un pagre. Ça, c'est un canthare, pardon, une dorade grise. Et ça, c'est un pajot. Voilà, une girelle. Donc, on voit bien la tache sur la dorsale, qui est la tâche qui va rester quand ils seront un peu plus grands. Mais vous voyez que le poisson, il est complètement transparent. Il fait 20 mm, mais il fait à peine 1 ou 2 mm de haut. Voilà, et donc on les élève. Ça, c'est une image de la ferme qu'on a sur Marseille. Voilà, donc quand on relâche les poissons, là, vous pouvez même voir, ce sont des pajots qu'on a relâchés. Il y a quelques pajots, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais qui sont tagués, puisque quand on a évalué l'efficacité de cette solution, il fallait bien taguer les poissons pour voir si on les revoyait dans le milieu. Bon, alors maintenant, évidemment, on ne les tague plus. Et là, vous pouvez voir un petit tag. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a relâché en Méditerranée ces 5 ou 6 dernières années, on est en Méditerranée sur environ 20 000 poissons juvéniles repeuplés, alors de différentes espèces, alors majoritairement des sards, des pajots, voilà, il y a des blénies, des rougets. On a relâché une douzaine de mérous, mais voilà, bon, ça, c'est différentes espèces. Et puis, les biohuts, avec l'évaluation qu'on en a fait, produisent environ 5 à 6 poissons par an et par biohut. Sauf qu'en Méditerranée, aujourd'hui, il y en a 1200 des biohuts. Donc, si vous multipliez ça par le nombre de biohuts, vous avez à peu près le nombre de juvéniles que l'on produit grâce à ces habitats. Voilà, donc l'efficacité des solutions, c'est quelque chose qui nous importe. Donc ça, ce n'est pas pour rentrer dans le détail de tout, mais c'est juste pour vous montrer que depuis une dizaine d'années qu'on a commencé à faire un peu moins de 10 ans qu'on a commencé à travailler sur les larves en Méditerranée, il y a eu beaucoup de projets de recherche, il y a eu beaucoup de suivis qui ont été faits visuels, hein, et aussi beaucoup de captures de post-larves dans différents endroits et à différents projets. Donc, on commence à avoir une bonne vision de ce qui se passe. Et donc, juste pour vous informer de la façon dont on évalue l'efficacité d'un biohut. Donc, alors, c'est pas nous, hein, on ne s'auto-évalue pas. Généralement, on travaille avec des scientifiques, hein, justement, pour faire ça. Mais donc, il y a une suivi visuel qui paraît assez simple, mais qui est en fait le fait de rester 3 minutes sans bouger pour évaluer l'espèce, l'abondance et la taille devant un biohut. Alors ça fonctionne plutôt bien, mais ça ne fonctionne pas bien en Bretagne, par exemple, où on a une visibilité de 10 cm. On évalue aussi ce qu'on appelle la dissection du biohut, c'est-à-dire qu'on a créé des housses qui viennent complètement envelopper le biohut. On le sort de l'eau, donc il y a tout ce qui est à l'intérieur, on l'ouvre dans des bassines et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du substrat, parce que la grande particularité du biohut, c'est qu'il a un substrat, qui sont des substrats coquillés, dans laquelle en fait, on s'est rendu compte depuis peu, depuis 3-4 ans, que c'était complètement rempli d'une grande quantité d'espèces et qui était probablement la raison pour laquelle les biohuts fonctionnaient plutôt bien. Voilà, donc ça a aussi permis d'évaluer d'autres espèces comme les anguilles, par exemple, et les mérous qu'on ne voyait pas quand on faisait des comptages visuels. Voilà. Donc ça, c'est quelques chiffres, parce que vous êtes des masters, donc vous devez connaître un peu les chiffres et les stats, qui ont été publiés dans certaines revues qui sont accessibles sur le site d'Écocéan. Mais c'est aussi pour vous montrer la difficulté finalement de travailler dans le milieu marin, parce que là, vous avez 4 espèces de sards, donc c'est tous des diplodus. Et en fait, ils réagissent absolument pas du tout pareil en fonction des habitats. Donc là, on a testé dans le projet NAPEX, qui était pendant 2 ans, des biohuts qu'on a mettés sur des quais et des biohuts qu'on mettait sur des pontons, donc suspendus sous le ponton. Ils ont quand même à peu près la même gueule, mais c'est 2 choses différentes. Et bien, vous avez les annularis qui vont significativement être plus inféodés aux biohuts quais et aux biohuts pontons. Alors, pas du tout sur les témoins. Vous avez les puntasos, c'est la même chose. Mais vous avez les sargus qui, eux, s'en foutent complètement des quais et qui sont beaucoup plus intéressés par les biohuts, par la zone ponton. Alors, ce n'est pas significatif, mais quand même, on voit quand même qu'ils ont une préférence pour les biohuts. Généralement, ah non, ça c'est les sargus. Oui, c'est ça, c'est les sargus. Donc, le diplodus sargus est beaucoup plus intéressé par ce qui est sous les pontons et pas sur les quais, et c'est complètement l'inverse pour le sard vulgaris. Donc, ça a démontré que ça fonctionnait, mais surtout que ça montre, c'est que c'est extrêmement complexe, puisque sur 4 espèces de sards, on a des résultats qui sont quand même différents les uns des autres. Voilà. L'autre chose importante qu'a démontré le projet NAPEX, c'est justement cette fonctionnalité de nurserie. Il faut voir que quand ils sont petits,
les poissons là, en A, enfin les poissons entourés de cercles rouges, c'est ceux qui sont soit sur les biotes pontons, soit sur les biotes digues, quais, pardon, et qui sont significativement différents des témoins. Et plus ça va, donc là, quand ils sont moyennement plus grands, ils sont toujours significativement différents, mais par exemple, l'un l'est plus significativement. Mais on voit quand même un signal qui montre que ça a l'air d'être quand même plus efficace. Et au fur et à mesure que le poisson grandit, en fait, il est de moins en moins inféodé à l'habitat. Donc là, c'est la démonstration qu'on est bien sur une nurserie où le poisson reste pendant un certain temps sur l'habitat, ce qui est une des fonctions de la nurserie. Voilà. Donc ça, c'était dans des ports de, ce que je viens de vous montrer, c'était dans des ports de plaisance, et ça, c'est dans des ports de commerce. Donc là, les profondeurs n'ont rien à voir. Là, on est à 15 mètres de profondeur sur les quais. Et là, pareil, vous avez 3 quais, le 108, le 123 et le 160. En fait, vous voyez que sur le 108, vous n'avez pas de différence entre les biotes et les quais. Les biotes, c'est rose et les quais, c'est vert. Par contre, sur le 123, il y a une énorme différence entre les biotes et les témoins. Je veux dire, il n'y a pas photo même. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que sur le quai 160, il y a pareil une vraie différence entre les biotes et les quais, sauf que là, on n'était pas loin d'un enrochement naturel, d'un enrochement dans le port qui paraît être la chose la plus naturelle qui est dans un port. Et finalement, plus les espèces grandissent, plus elles vont se retrouver au final dans les enrochements, ce qui montre aussi l'importance d'avoir des habitats naturels pas loin dans les ports. Bon, voilà, je vais un peu vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc ça, voilà. Donc là, c'est une synthèse qu'on a fait récemment de tous les ports qu'on a en région sud. Voilà, donc vous avez à peu près en moyenne, au bout de N plus 2, parce qu'il faut le temps quand même que le biote se charge, en moyenne 8,2 poissons par biote et par an qu'on peut retrouver sur les habitats. Ça va quand même jusqu'à 17 pour le port Canto qui est du côté de Cannes. Voilà, après, on a des variations. On a un cas particulier qui est Saint-Chamas, qui a énormément d'individus, mais en fait, il n'y a qu'une seule espèce, donc ce n'est pas génial. Donc, on commence à avoir maintenant une vue un peu sur toute la côte du recrutement qu'on peut retrouver dans ces biotes. Voilà, donc ça, c'est une liste d'espèces, par exemple. Enfin, vous avez quand même pas mal de poissons, pour ceux qui s'y connaissent. Des sards, évidemment, des demoiselles, des gobies, des blénies, des labres, des saupes. Voilà. Et puis, évidemment, tout ce qui est à l'intérieur du biote. Donc, il faut savoir que le biote aussi est aujourd'hui utilisé comme une unité d'observation standardisée, c'est-à-dire que le réseau de surveillance de la directive 4 stratégie pour le milieu marin, qui a démarré en 2008, a des axes comme ça de recherche. Et il y en a un sur les jeunes stades de poissons, c'est Écocéan, qui est avec l'Université de Perpignan, qui porte ce réseau de surveillance. Et donc, on a 20 sites qui sont équipés de 9 habitats et qu'on suit tous les 3 mois depuis 5 ans maintenant. Donc, le rendu, il est très, enfin, le rendu des 5 dernières années est pour bientôt. Et on regarde à chaque fois un site naturel, une jetée et à l'intérieur du port. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on commence à avoir énormément de REX, de retours d'expérience sur le suivi des bioètes partout sur le pourtour méditerranéen. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous donner une petite innovation qui est assez récente avec Océan, qu'on a développée, ce n'est pas nous qui l'avons développé, c'est en partenariat avec Chorus Acoustique, qui est une société, une chaire de l'Université de Grenoble, qui est expert dans l'écoute de la biophonie, parce qu'il faut savoir que dans le milieu naturel, il y a différents types de sons. Il y a ce qu'on appelle l'anthropophonie, c'est le bruit du bateau, c'est le bruit du jet ski. Vous avez le bruit de la pluie, du vent sur les vagues, et puis vous avez le bruit des animaux. Et dans ce cadre-là, on écoute maintenant le bruit que fait cette vie qui est à l'intérieur du substrat, et on écoute le bruit des poissons. Donc, juste pour vous donner un ordre, pour que vous puissiez écouter ce que ça représente, le bruit du benthos. Voilà, donc ça, c'est le bruit que les claquements de pinces de crevettes, voilà, tout ça fait du bruit. Et vous avez les poissons. Alors là, en l'occurrence, ce sont des vocalises. Donc, c'est le poisson qui décide de faire physiologiquement un bruit, soit en frottant ses nageoires, soit en émettant un bruit avec sa cage thoracique, sa bouche ou sa vessie natatoire. Vous avez 2 sons de poissons différents. Et donc, pardon, je suis allé un peu vite. Donc, aujourd'hui, évidemment, ça s'est sorti de son contexte, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres sons qui ont été enlevés pour que vous puissiez entendre ça, mais ces gens de Chorus savent, en mettant un hydrophone dans l'eau,
capter par des logiciels les sons du benthos et les sons des poissons. Donc aujourd'hui, on travaille sur ces analyses-là. Et là, c'est pour vous donner, ça c'est une étude qu'on a fait pendant 1 an dans le port de Agde pour avoir l'empreinte acoustique d'un port. Et en fait, ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que si vous êtes au large, vous avez naturellement, vous avez à peu près 93 décibels. Attention, les décibels sous l'eau, ce n'est pas les décibels hors de l'eau. Ce n'est pas les mêmes décibels, enfin, c'est pas la même valeur de décibels. 100 décibels, c'est beaucoup, mais 130 décibels, c'est beaucoup. Dans l'eau, c'est beaucoup moins fort que sur l'eau. Donc, vous avez vers le large 93 décibels. Quand vous vous approchez d'une zone rocheuse, vous avez 110 décibels. À l'intérieur du port, vous avez 88 décibels et vous avez 104 décibels à l'intérieur du port. Et donc, on a suivi le bruit que génèrent les biohuttes. Donc, ça, on sait aujourd'hui, ils savent, avec des hydrophones en 4 dimensions, enfin en 3 dimensions, d'arriver à cibler le bruit vraiment du biohutte. Et on arrive à un bruit de 138 décibels pour un biohutte, qui est dans une zone naturelle, qui est bruyante, va être entendu à peu près à 10 mètres, alors qu'à l'intérieur d'un port, bon, l'avant-port, on s'en fout un petit peu, mais à l'intérieur d'un port, ça représente, c'est-à-dire que les poissons qui vont entendre ce bruit-là peuvent l'entendre à environ 100 mètres. Donc, on peut considérer qu'un biohutte va attirer les larves de poissons sur environ 100 mètres autour de soi. Voilà. Donc, pour conclure sur la biodiversité, donc on a quand même pas mal d'espèces, mais ça a été un peu vu déjà dans le film que je vous ai montré. Une grosse faune vagile, mobile, hein, c'est les oursins, les crevettes, et on a moins creusé cet aspect-là, la faune et la flore fixée. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plus de 300 espèces, qu'on a des mérous, des hippocampes, des anguilles, qui sont quand même des espèces qui sont largement, une certaine sur liste rouge, voilà, et des espèces halieutiques qui vont être intéressantes pour les pêcheurs. Voilà, donc tout ça a été publié dans pas mal d'endroits, alors pas tout ce que je viens de vous dire, mais beaucoup de publications sont accessibles sur le site d'Écocéan. Et vous pouvez aller les voir si vous voulez. Il y a une partie documents téléchargeable dans le site d'Écocéan. Je vous invite à aller faire ça. Voilà. Donc, pour vous parler un peu de ce que… Ambre, il me reste combien de temps à peu près? Encore un peu de temps, il est 31. 10 minutes. On va dire en plus, c'est le dernier créneau, donc c'est pas grave si ça dépasse un peu. Okay. Non, mais là, j'ai plus des photos à vous montrer. Donc, aujourd'hui, Écocéan, on travaille sur la complexification des récifs, parce qu'aujourd'hui, des récifs artificiels, nous, on ne fait pas de récifs artificiels. On travaille sur complexifier des récifs qui nous paraissent pas très complexes, parce que c'est des récifs qui ont 20 ans en arrière et on mettait des buses carrées ou rectangulaires dans l'eau, sans trop, juste pour empêcher le chalutage, mais on voudrait essayer de leur donner de la fonctionnalité écologique. Donc là, il y a un projet en cours avec l'Université de Perpignan qui porte le projet. Donc, nous, on a juste complexifié comme on pouvait un récif. Vous voyez, vous avez des images et donc il y a des suivis qui sont en cours. On a fait ça aussi en Caraïbes. Donc là, c'était un petit projet avec le Club Med. Mais on a quand même eu des super résultats. Là, vous ne voyez pas, peut-être vous voyez parce que vous avez, mais là, vous avez plein de langoustes en fait qui sont intégrées. Là, il y en a une, là, il y en a une, là, il y en a une. Il y a plein de langoustes, bébés langoustes qui sont venus se fixer dans ces structures. Bon, voilà, vous avez d'autres petites bébés poissons qui sont venus. Il faut savoir que la maille que vous voyez derrière le poisson papillon là, qui est à droite de l'écran, c'est 2,5. Ça fait 25 mm. Donc, le poisson, là, il fait 25 mm. Voilà. Donc, on complexifie aussi maintenant des lestes de canalisation. Donc là, on a un projet à l'île de la Réunion qui a été installé en janvier 2019, qui est suivi aussi régulièrement. Et juste les bonnes infos, c'est qu'on a souvent des mérous. Alors, on a fait la même chose sur des corps morts et des récifs artificiels dans la réserve de Saint-Martin dans les Caraïbes. Et globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de mérous qui viennent s'installer dans nos biohuttes, et les mérous étant les espèces un peu cibles de tous ces pays-là. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc, Écocéan, en termes de R&D, de développement stratégique, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur… Enfin, on travaille sur l'offshore flottant, parce qu'on trouve qu'il y a un intérêt écologique à travailler là-dessus. Donc là, je reviens sur le cycle de vie que vous avez vu tout à l'heure, et dans ce cycle de vie, sur les éoliennes flottantes, alors pas que flottantes d'ailleurs, il peut y avoir des jackets, il peut y avoir elles vont être finalement les premiers éléments artificiels que ces larves qui arrivent du large vont rencontrer sur leur chemin. Et donc l'idée, nous, c'est, on est convaincu que ça va faire office de dispositif de concentration de poissons. Et en fait, donc il va y avoir des gros poissons autour de ça, c'est l'effet récif, il est évident, mais tous les petits poissons qui vont venir se fixer là-dessus, ils vont se faire déchiqueter par les grands. Donc l'intérêt, c'est d'essayer d'apporter de la fonctionnalité écologique sur ces structures-là. Voilà.
Donc, on travaille là-dessus. On a fait un petit pilote en 2017 en Corée du Sud, où on a montré justement, alors c'était vraiment une année, hein, ça n'a pas duré longtemps, mais on a montré quand même qu'à 7 km au large de la Corée, donc cette plateforme qui était ancrée sur le fond, vous avez là sur l'image de la plus à droite, 3 espèces de poissons côtiers qui sont venus s'installer dessus. C'était pour démontrer que les poissons arrivaient bien du large et que ce n'étaient pas les petits poissons côtiers qui ont traversé depuis la côte vers la structure pour venir se fixer sur nos biotes. Et donc là, on a un projet en cours actuellement qui s'appelle Connexter aussi, qui est là pour évaluer la biodiversité, donc tout ce qui est abondance, diversité, faune, flore, sur ce qui va arriver sur ces flotteurs au large, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, en tout cas en Méditerranée. Et donc, on a mis une bouée quand même qui est assez balèze, qui fait 15 mètres de haut, 10 mètres sous l'eau, avec différents biohuts à l'intérieur pour évaluer justement quel potentiel de biodiversité on va pouvoir trouver sur ces structures, et particulièrement si on les équipe. C'est ça qui est important. Si on les laisse. Donc, ce que vous voyez en jaune, ce sont des témoins, en fait, comme si elles n'étaient pas équipées, que c'était une grosse infrastructure, un gros flotteur. Voilà, donc là, le projet est en cours. Quelques résultats, ce qui est intéressant. Bon, alors, en fait, on ne voit pas grand-chose visuellement parce que quand on arrive en bateau, les poissons se barrent. Mais globalement, on entend beaucoup de choses et on est passé de printemps 2019 au printemps 2020 à 17 vocalises de poissons en 12 mois. Alors, ça ne veut pas dire espèce, mais on n'est pas loin quand même. Mais on n'arrive pas à définir et à identifier quelle espèce c'est précisément, enfin, par une ou deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont bien il y a bien une attractivité grandissante pour ces structures au large. Ce n'est pas une donnée incroyable, mais il fallait quand même le démontrer. Voilà. Et donc, dans ce projet qui s'appelle EFGL et pas EFGF, il va y avoir 3 éoliennes au large de l'E4 et en fait, il est prévu qu'on équipe une éolienne de 32 biohuts comme c'est présenté là. Mais ça sera en 2022. Voilà, donc on travaille un peu en eau douce quand même. On a quelques références maintenant en eau douce. En fait, c'est Rado qu'on propose avec un partenaire Biomatrix Water, là, qui est un partenaire écossais. Bon, ce n'est pas nous qui les faisons, mais on avait besoin d'accrocher nos biohuts quelque part dans les canaux. Et en fait, c'est la solution qu'on a trouvée pour pouvoir accrocher nos biohuts en eau douce, de pouvoir proposer en plus ce radeau végétalisé au-dessus. Donc, il y en a 2 dans Paris, il y en a maintenant quelques-uns un peu par-ci, par-là. Voilà, donc, on fait aussi des radeaux végétalisés. On a une thèse en cours sur les radeaux végétalisés avec l'IRSTEA et l'Office français de la biodiversité. Et sur les radeaux qu'on a installés dans le lac de Serponçon, ça fait 3 ans qu'on a des pompes de brochets, quand même, ce qui est aussi l'objectif de ce projet. Alors, il y a un nouveau marché là, qui s'ouvre à nous, qu'on n'avait pas bien vu venir, mais qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est tout ce qui est photovoltaïque flottant. Donc, on a équipé le premier parc photovoltaïque flottant qui a été installé, le premier, il y en a eu plusieurs maintenant, mais c'était en 2018 avec 16 biohuts qui est à la CNR, là, à côté de Lyon. Et on a équipé récemment le plus grand parc photovoltaïque flottant en Europe, mais c'était il y a 6 mois en arrière, donc il n'est peut-être plus aujourd'hui, d'une vingtaine de modules. Et pareil, là, on fait des suivis parce que c'est quand même des écosystèmes qu'on connaît peu et sur lesquels on commence un peu à apporter de la connaissance. Et voilà. Donc, on travaille aussi en eau douce. Et pour terminer, c'était un peu évoqué dans le petit film, il faut savoir que donc nous, on équipe des biohuts, tout se passe sous l'eau, et les clients qui achètent ça, en fait, ils ne voient rien, quoi. Donc, on a dû travailler sur des outils pour faire remonter en fait, l'information et auprès du public qui tourne autour du port, qui vient marcher, qui vient regarder ce qui se passe. Et donc, on a développé des jeux d'animation autour de la biodiversité. Donc, on a un jeu de 25 mètres carrés qui permet de montrer que les poissons, il y en a beaucoup au départ arrivés dans leur habitat, mais il y en a beaucoup moins. Il y a un jeu de plateau qui a été fait en partenariat avec l'UPACA et la région Sud, qui parle aussi des biohuts. Et nous, on fait on sort certains modules qu'on appelle du BioOps. Donc, c'est des modules qui sont dédiés, qu'on vient sortir de l'eau avec des enfants, et les enfants trient et se rendent compte qu'il y a des crabes, de la vie à l'intérieur du port. Donc, ce sont quand même des super outils de communication et de sensibilisation à la biodiversité. Donc, si on a de la biodiversité dans des ports où tout le monde pense que c'est dégueulasse et que ça ne sert à rien, ça permet quand même bien de sensibiliser sur le milieu naturel, même si effectivement on est dans un milieu très artificiel. Voilà, on fait beaucoup d'ateliers pédagogiques et souvent, ça, on le fait avec des associations locales parce que c'est quand même pas le métier d'Écocéan de faire de la sensibilisation. Nous, on est là pour trouver des solutions, mais c'est vrai qu'on a quand même développé pas mal de choses aussi à ce niveau-là.
Voilà, donc vous pouvez nous suivre si vous voulez sur Twitter, on poste pas mal de choses ou sur Facebook. Et puis, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. J'ai terminé, Ambre. Merci, Monsieur Gilles Lecaillon, pour cette présentation. Et donc, c'est maintenant le moment des questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Alors, moi, je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas où il faut que j'ai je vu le que vois. c'était en privé. Je ne sais pas pourquoi c'était programmé comme ça, mais je vais vous les poser. Oui, voilà. Donc, il y a Laura qui souhaiterait savoir comment vous sélectionnez les espèces prélevées pour la nourserie et Alors, quelles sont les mesures pour ne pas perturber l'écosystème lorsque vous effectuez les prélèvements. OK. Alors, on sélectionne personne. C'est la grosse différence avec beaucoup d'autres techniques, c'est que nous, on prélève toutes les post-larves toute l'année et on élève toutes les post-larves toute l'année. C'est-à-dire qu'on va, je sais pas moi, au mois de mars, on va avoir des motels. Peut-être que tout le monde se fout des motels, mais nous, on pêche des motels, on fait grossir des motels et on réintroduit des motels. On va faire ça avec des blinis. Donc, on ne choisit pas les espèces qu'on réintroduit. C'est la nature qui nous donne une quantité et une diversité annuellement, de manière saisonnière, d'espèces. Nous, on les prend, on les élève et on les réintroduit dans les mêmes proportions. On a une petite mortalité quand même en élevage. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas là justement pour choisir les espèces. On ne va pas dire on va repeupler que du mérou ou que du sard parce que le sard, c'est ce qui intéresse le pêcheur. On repeuple tout. Voilà pour la première réponse. Et pour la deuxième, le prélèvement qu'on fait, donc comment dire, il est infinitésimal, c'est-à-dire qu'on a essayé de le calculer, la quantité de post-larves qu'on va prélever dans un milieu quand ça arrive, ça va être l'équivalent de 0,01 ou 0,02% des larves du milieu. Donc, on prélève rien comparé à la masse. Donc, on n'enlève pas trop de nourriture de la bouche des poissons qui ont à attendre ces larves pour les manger. Et au final, de ces très très peu de pourcentage, nous, on en remet beaucoup qui vont chaque année se reproduire et ainsi de suite. Donc, la balance pour l'écosystème, c'est ça qu'il faut regarder. Hein, c'est pas... L'idéal, ce serait qu'on ne prélève pas de post-larves, mais l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas d'humains sur la Terre pour éviter qu'on prélève. Donc là, en fait, ce prélèvement, il est infinitésimal. Et la balance est, on prélève, je ne sais pas moi, 200 grammes par an de post-larves et on rejette 20 kilos de poissons. Donc la balance est largement positive pour l'écosystème. Ok. Alors ensuite, on a Mathilde qui demande si c'est vraiment une solution à long terme, dans le sens où les poissons relâchés qui pondent et leurs œufs sont confrontés au même problème qu'avant. C'est vrai. Si on continue à détruire et qu'on fait ça, ça ne sert à rien. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, mon job à moi, c'est de trouver des solutions. Je ne peux pas trouver des solutions, faire la police, je ne peux pas tout faire tout ça. Donc, il y en a dont c'est le métier. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous vont aller travailler dans les aires marines protégées ou partout. Moi, mon métier, c'est de trouver une solution qu'il faut démontrer comme étant opérationnelle. Et si on fait que ça, on ne va pas sauver la planète, surtout si on continue à détruire. Mais ces solutions-là, elles sont là pour montrer qu'il existe des solutions. Et à partir du moment où il y a des solutions, déjà, les gens se rendent compte que… Donc, il y avait vraiment un impact. Il y a 10 ans en arrière, les gestionnaires de ports, ils n'en avaient absolument rien à faire de la biodiversité. Aujourd'hui, ils en ont à faire. Donc, on a déjà changé une partie des mentalités de certaines de ces personnes-là. Mais il faut continuer de préserver, il faut continuer, et ça s'est dit dans tous les films, il ne faut pas faire ça juste pour faire joli, il faut le faire avec des résultats. Il faut le faire quand la qualité de l'eau a été améliorée, ce qui est largement le cas en Méditerranée, il faut le savoir. Il y a 30 ans en arrière, la qualité d'eau était bien pire qu'aujourd'hui. Donc, nous, on amène une partie de l'équation et ce n'est pas grâce à ça qu'on va sauver la planète. Maintenant, on fait ce qu'on peut et on est en train d'évaluer que la contribution qu'on amène sur l'écosystème, elle n'est pas négligeable. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une goutte d'eau dans la mer. Ça, pour tout vous dire, on a un allieutre qui travaille avec nous depuis quelques temps. Quand on repeuple comme ça 3-4 000 poissons par an, ça correspond à ce que la nature produit sur à peu près 20 km de côte. Voilà. Donc, on n'a pas réglé, il y a 1000 km de côte en Méditerranée, donc 20 km, on n'a pas réglé la face du monde, mais c'est quand même pas mal. Et ça permet à la fois d'atténuer les impacts et de prendre conscience qu'il y a des impacts. Voilà ma réponse. Alors ensuite, on a Laura qui demande si
Alors, attendez. Hop. La fréquence des suivis. En termes, quand vous parliez des suivis au niveau des prélèvements, la Ouais. fréquence de ces suivis. Alors, donc, on a fait plusieurs projets de recherche. Si on parle des projets de recherche concernant les habitats bio-huts, quand on a fait 2 fois 2 ans de projet de recherche, quand ils faisaient les suivis, les fréquences étaient tous les 15 jours, les suivis. Donc, c'est énorme, hein, c'est des heures et des heures, des centaines et des centaines d'heures de suivi pour voir que le poisson grandit, grossit, etc. Donc ça, c'est ce que l'on a fait dans le projet de recherche. À chaque fois que j'équipe un port, je ne fais pas faire des suivis tous les 15 jours, sinon ça va lui coûter 15 fois plus cher que l'aménagement. Donc, on a démontré que ça fonctionnait. Maintenant, on ne fait pas une thèse à chaque fois qu'on installe des modules dans un port. Et quand on a fait les suivis pour les biotes, la fréquence, c'était une fois tous les 15 jours. Et pour les suivis des poissons relâchés, là, c'est pareil, on a fait un projet de recherche pendant 4 ans qui a duré 2 millions d'euros, un projet européen. Et là, quand ils ont fait les suivis, quand on a relâché les poissons qu'on a tagués, en fait, ils les ont suivis pendant 14 jours, enfin, pendant 14 fois, mais à J0, J1, J2, J4, J6, J12, J15, J30, J45, J60. Donc, en fait, et sur des kilomètres, parce qu'en fait, les poissons qu'on a relâchés, on s'est rendu compte que plus on s'écartait de la zone de relâché, plus on voyait de poissons tagués. Donc, il faut savoir que ces suivis ont nécessité une quantité astronomique de plongeurs et aussi d'argent. Et que, évidemment, maintenant, quand on fait des relâchés pour des clients, on ne fait pas les suivis de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on s'oriente un peu sur les suivis acoustiques, qui sont finalement un peu une synthèse de tout, enfin, même si on n'arrive pas à dire qui c'est qui fait quoi, mais globalement, plus le son augmente dans un écosystème, mieux l'écosystème est. Donc souvent, on fait des écoutes au début, dans un projet on a des clients, et 3 ans ou 4 ans après, on fait une écoute et on leur dit, ben voilà, ça a augmenté ou pas, quoi. Ok. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Il y a Laura qui demande quels sont vos objectifs à long terme pour l'entreprise en termes de bio-huttes ou d'espèces recensées. Quel futur pour Éco-Océan? Non, c'est une bonne question. Mon objectif, c'est pas mon objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de biotes, mais c'est pas nécessairement que ce soit moi qui mette les biotes. Éco-Océan, on est 15 personnes, on cherche à trouver et à innover et à trouver d'autres solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on vend des biotes et on gagne de l'argent parce qu'il faut payer 15 personnes qui travaillent. On n'est pas une association subventionnée par l'État. Et donc, on vend ces biotes. Maintenant, on en vend 4-5 nouveaux ports par an et finalement, ça nous suffit. Si je mettais 3 commerciaux, je pourrais avoir probablement, et en Europe, beaucoup plus de biotes intégrées, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif à moi et l'objectif d'Éco-Océan, c'est de développer des solutions, de les mettre en œuvre et peut-être qu'un jour, d'autres structures, peut-être d'Éco-Océan ou des satellites d'Éco-Océan, puissent commercialiser et s'occuper de la mise en place des solutions une fois qu'elles sont opérationnelles. Mais aujourd'hui, on travaille sur plusieurs autres solutions techniques basées sur le son, basées sur des roches artificielles. Enfin bon, on a plusieurs projets de recherche. Et donc, c'est un peu ça qui fait quand même kiffer l'équipe d'Éco-Océan et moi personnellement. Ok, d'accord. Alors, ensuite, Augustin qui demande... Il demande si en fait il y a des poissons ou d'autres espèces qui se coincent dans ces bio-huttes. S'il y a des problèmes en particulier. Non. Bon, ça arrivait peut-être une fois qu'une rascasse n'arrivait pas à ressortir, mais aujourd'hui, on a mis plus de 3500 modules à l'eau parce qu'on a fait plein de projets un peu partout sur la planète. Et c'est arrivé une fois, je me rappelle, on avait une rascasse qui ne voulait pas sortir et qui était un peu bloquée dedans, mais bon, c'est vraiment exceptionnel. Les poissons ne sont quand même pas débiles. Et ce sont des grilles, ce ne sont pas des filets. Parce qu'on nous a souvent dit pourquoi vous ne mettez pas des filets, parce que c'est plus léger. Le problème du filet serait que le poisson peut se mailler dans le filet. Là, le poisson, il ne peut pas se mailler dans une... Le poisson, d'ailleurs, qui pourrait rentrer dans la cage extérieure fait à peu près 5 cm par 5 cm. Donc, il y a des poissons qui pourraient passer, mais qui n'y vont pas parce que ça ne fait pas partie de leur comportement d'essayer de
de rentrer en force dans un trou. Donc non, on n'a pas eu ce problème-là. Ok. Ok. Alors, ensuite, on a Augustin à nouveau qui demande si vous avez des contacts avec les pêcheurs pour financer vos actions afin de booster le rendement de la pêche, même si ce n'est pas forcément les mêmes espèces. Alors, ce que l'on repeuple comme espèce, ça concerne 95% des pêcheurs. Parce qu'en France, en tout cas, enfin en Méditerranée, 90% ou 95% des pêcheurs qui sont enregistrés sont des pêcheurs petits métiers qui pêchent les espèces qu'on repeuple. Maintenant, c'est vrai que ça ne concerne pas le thon, la dorade, qui sont les autres pêcheurs qui vont pêcher plus au large d'autres espèces. Donc, on travaille très conjointement avec les pêcheurs, mais aujourd'hui, on paye les pêcheurs pour aller pêcher des poisses larges. Maintenant, mais je crois comprendre dans la question, mais je ne sais pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges là, c'est que il faudrait, et ça c'est un objectif, mais il faut réussir à démontrer tout ce que je viens de vous dire et sur du long terme, il faudrait que les pêcheurs finalement qui utilisent la ressource en mer, à un jour ou l'autre se disent en contrepartie de ce que je récupère, il faut que j'aille pêcher des larves pour pouvoir qu'il y ait des gens qui les élèvent pour les relâcher. Je ne sais pas si c'est ça la question, mais globalement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on souhaiterait arriver à voir les pêcheurs qui financent une partie de ce système-là. Et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que les pêcheurs aujourd'hui, que ce soit des petits métiers ou pas, sont largement subventionnés par des aides de la PAC, de l'État, etc. C'est pour ça qu'on a du poisson aussi peu cher, j'allais dire, ou aussi à ces prix-là. Donc, le fait que nous, on soit aidés pour faire ça, il faut aussi penser que c'est tout à fait normal dans le monde dans lequel on est, puisque aujourd'hui, le projet qu'on a à Marseille, 50% du projet est financé par des fonds publics et les autres 50% par des fonds privés. Mais pas par les pêcheurs encore. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Peut-être si Augustin souhaite dire si Monsieur Gilles Lecaillon a répondu ou pas à votre question. Oui, il me dit oui. Ok, super. Okay. Alors sinon, on a encore d'autres questions. Hop. La question de Lorraine, c'était qui achète vos produits. Donc, on a compris que c'était les ports, mais est-ce que vous avez d'autres clients par hasard? Oui, on a plein de clients et des clients improbables. On a, alors pour les biohuts, c'est principalement des marinas, enfin des ports de plaisance et des ports de commerce, comme vous l'avez compris. Mais aujourd'hui, on a des collectivités qui ont des bassins, comme la ville de Paris, par exemple, qui va acheter à la fois les biohuts et à la fois le radeau qui est dessus. Donc, on a des villes, donc ça reste des collectivités, et aussi on a des grands groupes industriels comme Bouygues, Eiffage, qui, dans l'appel d'offres d'agrandissement, de réhabilitation d'un quai ou d'un port, alors ce n'est pas du greenwashing, je préfère le dire de suite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de le faire, ils répondent à un appel d'offres en disant tiens, on va faire le port de Calais, donc ils y sont pour rien et nous on n'y est pour rien non plus. Et une fois que le port de Calais est fait, il y a des appels d'offres qui sont lancés. Donc, nous, on se met dans un groupement et on leur dit, dans ce groupement-là, vous allez vous différencier de l'autre groupement en parlant de biodiversité, justement. Et ça, c'est ce qu'on a fait depuis 7-8 ans. Et aujourd'hui, chacun intègre de la biodiversité dans ses appels d'offres, mais c'est celui qui en fait le plus qui est le plus sympa et le plus sexy. Donc, en fait, il faut le voir de manière positive et pas négative. Il faut se dire, au fur et à mesure que le temps passe, ces structures-là vont devoir intégrer de plus en plus de biodiversité. Et de toute manière, avant, ils allaient étendre le port et ils ne faisaient pas d'intégration de biodiversité. Donc, c'est que du bonus et pas du greenwashing. Moi, je suis conscient et prudent là-dessus. Si quelqu'un vient nous voir en nous disant tiens, j'ai envie de détruire 100 mètres carrés d'herbier, ça coûte combien de mettre 10 biohuts, je vais lui dire te faire foutre quoi. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour faire du greenwashing. Par contre, quand l'appel d'offres est sorti et que les gens vont répondre, soit il y a eu des mesures compensatoires qui ont été mises en place, ça, c'est pas mon métier, c'est le métier des bureaux d'études. Et nous, on vient et on intervient à ce moment-là. Donc, nos clients, c'est aussi tous ces industries, tous ces aménageurs-là. Ok. Il y a Augustin qui demande combien coûtent vos services et quelle est la durée de vie des biohuts.
Bonne question les deux. Alors, un biohut, ça a une durée de vie de 4 à 5 ans. Parce c'est de l'acier, il n'est pas traité. Enfin, ce n'est pas de l'acier évidemment peint avec d'antifouling, ce n'est pas de l'inox, ce n'est pas de l'acier galvanisé, c'est de l'acier avec de l'aluminium dedans. C'est du Krapal, c'est un acier spécial. Et il a une durée de vie de 4-5 ans. Mais, donc 4-5 ans, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça c'est à voir. En fait, nous, on a préféré engager des collectivités sur 4-5 ans, parce que si vous les engagez sur 40 ans, eh bien, elles n'y vont pas en fait. Parce qu'elles sont frileuses et elles se disent, je ne sais pas dans 10 ans ce qui va se passer. Donc, en fait, on les engage sur une courte période. Par contre, quand ils sont mis le pied dedans, et ça, on l'a vu avec nos précédents clients, il y a des clients qui, c'est la 3e fois qu'ils vont se réengager. Une fois qu'ils se sont engagés, qu'ils ont communiqué quand même sur le fait qu'ils se soient engagés sur la biodiversité, c'est difficile pour eux de dire j'arrête. Donc, en fait, on leur a fait mettre le pied dans l'engrenage, entre guillemets, qui est pour moi un engrenage, enfin pour l'écosystème aussi, hein, pas que pour l'océan, qui est un engrenage positif. Et surtout que lui le fait, donc l'autre va vouloir le faire et ainsi de suite. Voilà, voilà pour répondre à cette première question. Donc, on a des contrats de 4 ans ou de 5 ans avec nos clients. Et pour répondre au prix, en fait, un biohut, on ne le vend pas comme ça. On ne vous dit pas, tiens, voilà le prix d'un biohut. En fait, on vend le biohut installé, c'est-à-dire que c'est nous qui l'installons. On fait de la maintenance, on fait des suivis, on fait de l'animation autour. C'est-à-dire que c'est un peu une LOA, en fait. On vend la prestation de nurserie artificielle pendant 4 ans au port. Et ça coûte 300 € par an et par biohut au port. Voilà, donc 4 ans, 1 200 € le biohut. Si vous avez 50 biohuts, ça fait 50 000 € pour les 4 ans. Et ça n'inclut pas que le module. Ça inclut le module, le service après-vente, le nettoyage, l'entretien du module, un petit peu d'animation et ainsi de suite. Ce n'est pas très cher en fait, mais c'est quand même un coût. C'est quand même de l'argent qu'ils doivent sortir pour acheter ça. Ils ne sont pas obligés de le faire, les ports aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vraiment une démarche volontaire. Ok. Ben, pour l'instant, il n'y a plus d'autres questions. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions. S'il y en a encore un qui a une question, qu'il n'hésite pas. En tout cas, il y a 2 choses que je voulais vous dire. Donc, il y a le site internet qui est plutôt bien fourni. On a un site aussi qui s'appelle NAPEX. Parce que NAPEX, c'est nurserie artificielle pour des porcs exemplaires. En fait, c'est l'appellation qu'on donne aux porcs qui se sont engagés dans une démarche de nurserie. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'on n'est pas les seuls à proposer des nurseries. Hein. C'est-à-dire que, alors, on est largement leader, mais aujourd'hui, nous, on a 28 ou 29 ports. Nos collègues de Seaboost, ils en ont 1 ou 2. Nos collègues de Safège, ils en ont 1. Donc, il y a d'autres concurrents et d'autres ports qui sont équipés aujourd'hui en Méditerranée et pareil en Atlantique, en Bretagne. Voilà, donc, il faut aller voir ces sites si vous voulez plus d'infos. On a essayé de mettre beaucoup d'infos sur ces sites, téléchargeables aussi pour les publics, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ok. Ne m'envoyez pas tous 3 mails demain matin, s'il vous plaît, avec 3 questions différentes. Et du coup, merci beaucoup pour cette conférence et pour nous avoir partagé votre expertise sur le sujet. Et j'espère que la conférence a plu à tout le monde. Et donc, on se retrouve demain pour ceux qui souhaitent assister à d'autres conférences et également le 1er avril pour la 2e partie de la 15e édition qu'on espère en présentiel si le contexte sanitaire s'améliore. Voilà. Eh bien, merci bien à tous et puis j'espère vous croiser un de ces 4. Et vous souhaite une bonne saison de fac. Merci. Allez, au revoir à tous. Merci bien. Au revoir. Au revoir.